L'impact du numérique dans le secteur entrepreneurial, Madame, Messieurs, telle sera la thématique abordée au cours de cette émission. Bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Actu Business, ce magazine, comme vous le savez, qui vous met au parfum de l'actualité entrepreneuriale, managériale, mais aussi du business dans son ensemble. Pour ce nouveau numéro, une fois de plus, nous allons nous atteler autour de l'entrepreneuriat à l'ère du numérique. Pour parler de cela, j'ai sur ces plateaux un invité des qualités avec qui nous allons échanger autour de la question. Mais avant d'aller dans le vif de notre sujet, suivez cet élément puis retrouvons-nous tout juste après. Business Info, c'est tout de suite. Il s'est tenu jeudi 7 novembre dernier à la Maison de l'entrepreneuriat et l'innovation à Limède plusieurs activités sous le leadership du professeur Godefroy Kizaba Ancampez, DG de l'ANADEC, portant sur la transformation du cadre institutionnel de l'Agence nationale de l'entrepreneuriat congolais avec Expertise France et AFD, le prototypage des aspirants entrepreneurs ainsi que le processus d'accompagnement des porteurs d'idées. Cette dynamique lancée par le DG de l'ANADEC traduise la matérialisation de la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la création des milliers d'emplois par l'entrepreneuriat. Notons que ces ateliers, formations et autres activités ont eu lieu dans le but de redorer l'image de l'entrepreneuriat congolais et d'inculquer les stratégies entreprenables dans le chef de ces derniers, particulièrement chez les jeunes Congolais. De retour sur ces plateaux, Madame, Messieurs, je les disais à l'entame de mon intervention que nous allons mettre le point aujourd'hui autour de l'entrepreneuriat à l'ère du numérique où nous allons parler de son impact. Est-ce d'abord indispensable avec les nouvelles technologies? Nous allons en parler au cours de cette émission. Je reçois pour vous un consultant dans le monde des affaires, dans la coopération internationale et stratégique de la communication des affaires, Monsieur Laurent Atoua. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va, parfaitement bien. Aussi, oui, je me porte très bien, merci. Alors, dois-je dire que ça fait une éternité? Ça fait longtemps? Comment évoluent les affaires? Ça évolue, on s'adapte au contexte congolais, on apporte ce qu'il faut apporter. J'ai fait un temps à Lubumbashi, toujours dans les cas des affaires. Et je suis un peu de gauche à droite, toujours dans les cas des affaires. Ouais, est-ce que de ces côtés, les secteurs est quand même florissant par rapport à Kinshasa? Oui, je pense que voilà, chaque région a ses côtés où il y a du potentiel, il y a ses hauts et bas. Okay. Donc tout dépend vraiment de l'environnement. Je pense que au niveau de Lubumbashi, naturellement, il y a également du potentiel. Ok. Bon, sinon, du moment où vous allez bien, puisque quand les affaires évoluent bien, donc vous allez bien aussi. Alors, je le disais tantôt, aujourd'hui, nous allons mettre le point sur l'entrepreneuriat, mais à l'ère du numérique. Nul n'ignore en tout cas qu'à ces jours, nous constatons qu'il y a des avancées significatives de nouvelles technologies. Mais d'abord, sous quel œil vous jugez l'essor entrepreneurial à l'heure du numérique? Je juge ça d'un œil d'espérance. Pourquoi? Parce qu'il y a cet éveil-là de conscience dans le cadre de l'entrepreneuriat, surtout dans l'aspect numérique. Et je pense que nous sommes sur une lancée où il y a vraiment, je sens cet engouement autour de la jeunesse, où on est en train de comprendre l'impact du numérique naturellement dans le secteur de l'entrepreneuriat et surtout les avantages qu'il y a tout autour parce que c'est vraiment assez diversifié naturellement. Est-ce que oui, il y a l'essor de l'entrepreneuriat, surtout ici en République démocratique du Congo, nous constatons que c'était un secteur qui autrefois était un peu mis à part, mais depuis un moment donné, c'est quand même, on va dire, à la une. Mais avec les avancées du numérique, avec les Congolais, voyez-vous cette adaptation-là pour juger, on va dire, quand même significative des avancées dans 2 ans, 3 ans, 4 ou même 5 ans? Bon, par rapport à ça, déjà, je vous remercie pour la thématique de cette émission. Je pense que c'est une question importante. Okay. Et j'ai été invité il y a quelques temps dans une université de la place pour parler un tout petit peu aux étudiants dans le domaine informatique dans ce cadre-là. Okay. Et je veux m'apaisantir d'abord dans le secteur agricole. Bon, je veux d'abord revenir pour dire que voilà, l'aspect numérique, on ne peut pas dompter le numérique directement.
ça accompagne une politique, une géopolitique par rapport Exactement. à la région ou quoi que ce soit. Ce qui fait que l'action qui est présente, on est en train de se mettre dans le pas du numérique, mais il y a également l'aspect de pédagogie qui doit être fait. Ça, c'est un peu parmi les combats dans lesquels nous nous sommes mis dans ça. Et s'il faut parler de cet aspect pédagogique-là, moi, je me suis appesanti sur le secteur agricole. Ceux qui sont dans le domaine informatique ne savent pas que notre pays, s'il faut parler du contexte Congolais, congolais, ouais. on est parmi je pense que la deuxième réserve agricole au monde. Moi, j'ai été très étonné, très généralement, il est très très rare de voir des étudiants qui partent faire des études à l'étranger, par exemple, qui choisissent le secteur agricole. Pourtant, ça fait partie de ce qui est vraiment une D'un grande richesse potentiel riche ici en RDC. et riche. Et d'ailleurs, si vous suivez les chiffres du FAO, naturellement, la RDC a la capacité de nourrir pratiquement 2 milliards de personnes. Exactement. Et si on va dans le cadre du chiffre de l'Afrique, on est à peu près, je pense, à 1 milliard 500 tel que ça en avoisine. Et je peux prendre un exemple de l'Union européenne, on est dans pratiquement 500 millions. C'est-à-dire que rien que la RDC peut nourrir l'Afrique et l'Union européenne si je vais un peu plus loin. Et pour ça, on a pratiquement 80 millions de terres arables, si je ne m'abuse. Et vous n'allez par exemple pas arroser 1 million d'hectares avec les mains. Ça, Il non. doit avoir un système qui est numérisé, parce que le numérique lie un tout petit peu la science et la technologie de l'information, l'IoT et la robotique. Il y a la domotique aujourd'hui naturellement, et vous n'allez peut-être pas arroser. Il y a aujourd'hui la domotique du jardin, ce qui fait qu'il y a un système qui est là, qui est numérisé, avec un peu de la robotique qui permet d'arroser par exemple 1 hectare en un rien de temps. À Et moindre là, coût, à un laps de en temps, un laps de temps. le travail est fait. C'est du numérique, naturellement. Donc, vous allez vous rendre compte que si on parle uniquement de la géopolitique pardon, du développement de notre pays, je Ok. parle du cas de la RDC, s'appesantir sur le numérique et dans le secteur agricole, vous voyez que c'est indispensable pour développer notre pays. Pour développer notre pays, mais seulement voir ces côtés où ce n'est pas vraiment mis en avant. Est-ce par ignorance? Est-ce par méconnaissance? Peut-être, ou même puisque nous n'accordons pas totalement ou même nous n'accordons pas assez d'importance à cela. Bon, je vais rester toujours dans ma morale à moi de positivité, Ok. c'est-à-dire que je vais m'appesantir vraiment sur le cadre de la pédagogie. C'est-à-dire que c'est une pédagogie qui doit être croissante, on doit prendre connaissance de cela. Je pense Exactement. qu'on a suivi à l'Assemblée nationale, il y a un député qui a parlé de notre système éducatif. Éducatif. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas adaptées naturellement au contexte de notre pays. Ce qui fait qu'on doit réadapter les choses en fonction des objectifs que nous avons, en fonction de notre potentiel, de notre sol et de notre sous-sol, et tous ces détails-là, adapter notre éducation par rapport à cela. Et je pense que quand on parle déjà à l'hémicycle, ça veut dire qu'il y a un éveil de conscience. Ce qui va Exactement. suivre après, ce sera vraiment une action qui sera pédagogique au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Il y a des choses qui vont s'adapter à l'enseignement primaire, il y a des choses qui vont s'adapter. Vous verrez que dans chaque région comme ça, petit à petit, on va commencer à prendre cette flamme-là. Et plus les flammes seront mises des parts et d'autres, on va se rendre compte qu'effectivement, il y a la pédagogie autour du numérique, son impact assez diversifié dans pas mal de secteurs, on va commencer à être assez remarquable. Ça, en tout cas, comme vous le disiez tantôt, une pédagogie, oui, qui doit vraiment être mise en lumière, puisque Exactement. quand on voit même le côté sensibilisation, il Oui. n'y a pas longtemps, le plan national sur le numérique venait d'être lancé, mais c'est à l'horizon 2025. Donc, quand on voit 2025, c'est dans pas longtemps, dans un mois et quelques jours, déjà, on s'est dit, est-ce que la sensibilisation, elle est suffisamment faite? Est-ce que nous sommes prêts, nous, Congolais, vraiment à recevoir à vivre avec les numériques, puisque avec les avancées technologiques, soit on s'adapte, soit on reste carrément. Alors, puisque là, nous voulons mettre en lumière Mhm. l'impact qu'a le numérique dans le secteur entrepreneurial, par exemple. Alors, si vous pouvez nous évoquer quelques avantages, puisque nous n'allons pas juste choisir parce que, oui, la technologie avance, parce que, oui, plusieurs pays aujourd'hui utilisent les numériques, mais parce que cela doit nous être utile. Donc, quelle est son utilité ou même ses avantages, les avantages qu'elle peut apporter dans le secteur entrepreneurial? Voilà, déjà, je veux partir sur un éveil de conscience, Ok. premièrement. Je pense que vraiment, je vais rester sur le cas de mon pays.
Et là, on a conscience de notre pays, de la valeur de notre pays. On a conscience que, voilà, aujourd'hui, quand on parle de mondialisation, ça veut dire que le monde est interconnecté, il n'y a plus vraiment des barrières, il n'y a plus vraiment des frontières. Exactement. Ce qui fait que tout ce qu'on peut lier autour de la visibilité, il y a déjà l'aspect non seulement de la visibilité, c'est-à-dire que ça attire une certaine croissance de ce qu'on est en train de faire, il y a la vue, et de l'autre côté, il y a la productivité. Je donne un exemple aujourd'hui du système mobile money, c'est pas forcément Internet, mais l'argent circule aujourd'hui beaucoup dans le cadre de mobile money. C'est la numérisation du système bancaire à l'échelle de la consommation de la population. C'est-à-dire que peu importe le téléphone que vous avez, vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent à travers votre téléphone. Ce qui fait que ça augmente un tout petit peu la productivité. Et vous verrez que même certains paiements se font par mobile money pour certaines entreprises et cet aspect-là. Donc, en dehors de l'aspect visibilité, puisqu'aujourd'hui le monde est interconnecté, on peut toucher tout le monde en un seul clic. Il y a l'aspect également de la productivité. J'ai donné l'exemple du mobile money. Il y a certaines entreprises qui sont, par moment, qui reçoivent les paiements de leurs factures par mobile money. J'ai donné l'exemple également de l'agriculture, tantôt dont je suis en train de parler. Il est difficile d'arroser 1 million d'hectares avec les arrosoirs de façon traditionnelle. Il y a un système domotique qui est là, où on a un seul clic, à quelques clics, ça déclenche un système qui permet d'arroser peut-être 1 million d'hectares en a rien de temps, en 5 ou 10 minutes. Et ça, en 5 ou 10 minutes, combien vous allez prendre des personnes pour faire ça? Il y a l'aspect non seulement de la visibilité, il y a la productivité. Et ça, quand il y a la visibilité et la productivité, ça appelle à une croissance économique. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se font dans un laps de temps avec une productivité assez poussée, avec une visibilité également importante, ce qui fait que ça lie une certaine croissance socio-économique. Voilà. Donc là, il y a quelques avantages que je peux citer dans ce sens-là. Alors, vous pensez qu'à ces jours, le secteur entrepreneurial congolais doit, on va dire, pas transiter directement, mais cohabiter avec les numériques, ne pas suffisamment mettre le traditionnel du côté, mais essayer de faire une fusion? Je dirais oui. Dans le sens où je vais toujours dans le cadre de la géostratégie par rapport à notre contexte à nous. On a encore un certain nombre de difficultés, on n'a pas la même avancée que tout le monde. Ce qui fait que c'est un avantage pour nous de savoir que au stade où nous sommes, par rapport à notre pays, particulièrement, comment est-ce que nous pouvons utiliser le numérique en fonction de notre stratégie du pays, en fonction du développement de notre pays. C'est-à-dire qu'on ne va pas avancer de la même manière en termes de domotique pendant qu'il y a des choses qui se font encore traditionnellement. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui de l'industrie 4.0, ça allie tous ces systèmes-là, l'intelligence artificielle, qui bat son plein, on ne va pas dire. Beaucoup de choses. Et nous, on n'est même pas encore au niveau, je ne pense même pas qu'on est encore au niveau de l'industrie 3.0. Je ne pense pas. Puisqu'on est essentiellement, on exporte beaucoup, disons on importe beaucoup. Il y a du travail. Oui. Donc, à une très très grande échelle, on se rend compte que si on va plus vite, de la même manière que les autres, il y a un côté pédagogique qu'on va rater et on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on va louper. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous donnez de l'os à un enfant qui est en train de naître. À peine avec peut-être une dent et tout. Exactement. Donc, c'est crescendo. C'est-à-dire qu'il va avec la bouillie, après il essaie de prendre un peu étape par étape. Étape par étape. Et ça, c'est le modèle dans lequel on doit utiliser dans notre pays particulièrement. Donc, on ne va pas aller aussi rapidement que les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a notre niveau de croissance à nous et l'adapter en fonction vraiment de nos besoins, de la culture de la population. Donc, à ce stade, vous pensez que la RDC est en phase d'apprentissage face au numérique, face aux nouvelles technologies, puisque c'est là fait appel à une certaine pédagogie afin de mieux le gérer en tout cas. Alors, madame, messieurs, je signale que je reçois sur ce plateau Laurent Atoua, qui est consultant, qui est dans la coopération internationale, qui est dans la stratégie de communication d'affaires, avec qui nous échangeons autour de l'impact du numérique dans le secteur entrepreneurial pour vous tous, en tout cas, qui nous aviez pris en cours de diffusion. Alors, à ces jours, puisque, oui, nous sommes dans une phase, si on peut le dire ainsi, où nous devrions d'abord nous documenter, une sorte d'apprentissage. Y a-t-il de spécificités qu'il faudrait toucher dans un premier temps? Puisque oui, dans ces temps où on sera en train d'apprendre ou essayer de voir comment
c'est se mettre peut-être à 1, où on était à 0, se mettre à 1, ça continue d'avancer. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire entre-temps? Ou s'il faudrait toucher telle ou telle autre chose, comment commencer ou même se lancer? Je pense que pour ça, c'est une très très bonne question. On est encore au stade de ce que j'appelle également, qui est un langage connu, l'alphabétisation numérique. Okay. C'est-à-dire que quand on parle d'alphabétisation numérique, chacun de nous doit savoir au moins comment est-ce qu'il doit utiliser la machine. Parce que tout tourne autour des ordinateurs, tout tourne autour de l'utilisation de tout ce qui est appareil également naturellement connecté ou pas. Okay. Et on doit vraiment commencer avec cet aspect-là de l'alphabétisation numérique. C'est-à-dire que dès le bas âge, par exemple, si je peux être dans le secteur académique, l'éducation, c'est-à-dire que dès le jeune âge, voire même dans les primaires, il y a des choses qui commencent à prendre. Au niveau, par exemple, du primaire, c'est pas forcément qu'ils sont avec des machines pour un début. Quoique, j'ai vu dans certains pays où il y a de ceux-là qui ont, par exemple, 7-8 ans, qui sont déjà en train de programmer des applications, alors qu'à notre niveau, s'il y a encore des difficultés dans ce sens-là avec certains universitaires, c'est triste à le dire, mais c'est par rapport à notre niveau. C'est pas un grand retard également, il y a des avantages dans ça. Pourquoi? Parce que on va maintenant apprendre en fonction de nos propres réalités et de nos propres objectifs à nous. Et il y a ça. Il y a aussi au niveau secondaire, par exemple, qu'il faut là maintenant aller vraiment de plus en plus à mettre tout ce qui est équipement d'informatique, des ordinateurs de plus en plus. Il y en a, certes, mais on arrive à l'université, on a encore des difficultés. Moi, je vois par moment, quelqu'un qui arrive à l'imprimerie, il veut saisir à l'imprimerie forcément. C'est pas qu'il manque de machines, mais c'est parce qu'il y a d'autres aspects pour lesquels il a des difficultés. Alors qu'en réalité, quand vous venez à l'université, c'est peut-être l'atmosphère qui a manqué. Comme on parle de fois de la lecture, c'est une parenthèse. On dit que les Congolais, les Quinois n'aiment pas lire et tout. Alors que l'atmosphère auquel tu es buté à vivre ne te permet pas de lire. Il y a à peine des bibliothèques et autres. C'est un peu pareil. Peut-être l'atmosphère ou même le milieu où tu vis, ça ne t'a pas permis en tout cas de peut-être t'adapter ou même. Oui, je dirais oui et je dirais non. Moi, j'ai donné ce conseil-là à l'université qui m'avait invité pour cette conférence-là. C'est-à-dire que moi, je leur ai dit, nous sommes dans le monde de l'LMD. Okay. Le monde de l'LMD signifie que l'étudiant doit être opérationnel dans un laps de temps avec beaucoup plus de compétences techniques et professionnelles. C'est-à-dire qu'on vous forme pendant 3 ans. Après 3 ans, vous devez être capable de produire quelque chose au sein d'une entreprise. Naturellement, je suis une entreprise. J'ai vocation capitaliste parce que je dois faire entrer de l'argent. Je dois faire des chiffres. Si vous venez et que vous avez votre diplôme, vous devez me prouver quand même que vous avez la capacité d'apporter quelque chose. Et même si vous n'avez pas la capacité d'apporter quelque chose, mais votre apprentissage sera rapide dans un laps de temps. Mais on voit dans certaines structures où même quand vous venez, il y a également ces types de difficultés-là. Ça, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Alors, pour ne pas seulement dire oui, le fait d'être numérisé ou même de transiter du côté numérique pourrait être avantageux pour le secteur entrepreneurial congolais, mais côté opportunité. Parlons un peu du côté opportunité, puisque on va pas dire oui, l'agriculture, ça se fait déjà, on essaye de numériser les secteurs, ça permet la productivité. Est-ce que le fait d'adhérer les numériques permet aussi de créer les opportunités? Vous êtes dans ces secteurs, est-ce que vous pensez ou même est-ce que les opportunités existent là-dessus? Énorme. Je donnais mon propre témoignage à moi. Moi, je suis pas dans le domaine du numérique à la base dans mes études parce que je suis chimiste, pharmacologue et également cosmétologue. Okay. Mais ce que j'ai eu à faire, c'est que j'ai commencé à apprendre quand je suis entré dans le domaine de l'éducation et plutôt de la communication de façon générale. Et à cette époque-là, en 2017, je me suis rendu compte que la communication va se baser énormément sur l'aspect de tout ce qui est numérisation. Donc, ça sera plus traditionnel un tout petit peu, mais ça sera un peu plus avancé. Et je me suis mis à apprendre. Aujourd'hui, dans mon background, j'accompagne des projets qui sont dans le domaine du numérique. C'est-à-dire que vous avez peut-être un projet de numérisation de votre structure à faire. Je vous le numérise de A à Z. Pourtant, je n'ai pas fait ça à l'université, mais je me suis mis à apprendre dans ce cadre-là. Ce qui fait que on doit s'apaisantir sur tout ce qui a trait à vraiment à ce développement-là. Dans le sens où je sais qu'il y a des choses qui impactent par rapport à mon secteur, peu importe. Où que vous soyez, vraiment, le secteur du numérique, ça va pas vous échapper.
Alors, où que vous soyez, ça dépend en tout cas, ça dépend. Fidèles téléspectateurs, chers jeunes entrepreneurs, vous nous suivez en tout cas. À partir de la maison, nous mettons l'accent particulier en ce qui concerne le numérique, l'entrepreneuriat à l'ère du numérique. Déjà que ça ne demande pas de formation avec de grands moyens. Vous pouvez apprendre, vous former à partir de votre smartphone. Vous pouvez vous former à partir de la maison au travers le 1 giga que vous utilisez très souvent. Vous pouvez vous former, vous auto-former. Alors, moi, je pense que oui, c'est bien, mais on va dire au niveau de l'information, peut-être, elle est un peu biaisée. Je ne sais pas, de votre côté, puisque vous êtes de ces secteurs, à combien de pourcentage évaluez-vous, on va dire, l'adaptation? Puisqu'il y a des zones de Kinshasa où jusqu'à ces jours où l'on parle, le côté numérique, on va dire, c'est presque inexistant. J'ai fait un tour dernièrement à l'Équateur, j'étais à Mbandaka. Il y a ces coins où de jeunes gens n'ont jamais vu un PC. Donc, vous pensez que si on doit s'appesantir sur la question, on doit commencer par où exactement? Au niveau de la sensibilisation, comment cela doit se faire? Moi, j'accorde énormément de crédit aux médias, très généralement, parce qu'ils ont cette vocation-là de mettre en avant tout ce qui touche l'aspect pédagogique de la masse, et également les établissements d'enseignement, surtout. Pourquoi? Parce qu'il y a cette culture-là qui doit commencer par là. Et il y a aussi une politique qui doit se faire. Ce qui fait que, bon, si on n'est pas dans le contexte des établissements d'enseignement supérieur, soit primaire, c'est-à-dire que de l'autre côté, on a les médias qui peuvent accompagner ce type de projet-là. Les médias ne peuvent peut-être pas former, mais les médias peuvent communiquer un programme qui va permettre à ce qu'il y ait telle personne qui soit formée. Ces personnes-là qui sont peut-être au niveau de Manaka, dans certains coins qui n'ont peut-être pas eu accès à cela, mais ils obtiennent une information par un canal, forcément. Que ce soit à travers la radio, que ce soit à travers la télévision, il y a forcément un canal. Donc, il peut y avoir un programme de formation dans le cadre de l'alphabétisation numérique qui peut passer par soit la radio, soit par la télé, et ça atteint une personne et qui comprend de plus en plus l'importance d'apprendre du numérique. Ouais. Outre ce côté, il y a le côté connexion, on va dire. Il y a le côté connexion où on doit aussi marteler, oui, je peux avoir un smartphone, mais il y a ces endroits où la technologie ou même enfin, la connexion, on va dire ça c'est ralenti jusqu'à ces jours. Est-ce qu'on doit transiter dans un monde où, enfin, dans un pays où la connexion d'abord pose problème et nous allons nous décider de travailler avec les numériques puisque même comme vous parlez tantôt de banque, quand vous parlez tantôt de numériser les choses, cela nous demandera une certaine connexion. Mais est-ce que vous pensez que nous sommes prêts, ou même dans notre secteur, dans les secteurs entrepreneuriaux, à faire face ou même à affronter les numériques alors que nous avons encore, on va dire, ces côtés lanternes ou même... Il y a un concept, vous me faites penser à un concept intéressant que je peux également adapter. Il y a ce qu'on appelle du user experience. C'est l'expérience de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on est sur une lancée où on doit simplifier au maximum l'utilisation plutôt l'expérience d'un utilisateur. C'est-à-dire quoi? C'est que je suis en face de quelqu'un qui n'a peut-être aucune idée ou soit qui a des difficultés à entrer soit à se connecter. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit s'adapter à son contexte. Je parlais tantôt d'un enfant qui vient de naître, c'est-à-dire que vous n'allez pas le donner directement des os. Ça sera difficile, il ne sera pas broyé parce qu'il n'a pas encore, non seulement il n'a peut-être pas des dents, soit les dents ne sont pas encore assez solides. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être sur cet aspect-là de la connectivité pour entrer dans le domaine du numérique. Il y en a qui n'ont pas Internet, mais qui se transfèrent de l'argent. C'est le domaine également numérique. Pourquoi? Parce que les opérateurs de téléphonie mobile ont simplifié la façon de faire. Ils sont adaptés à la population. Ce qui fait qu'il y a même quelqu'un qui n'a pas un master, mais qui sait comment est-ce que je dois envoyer de l'argent par ces différents canaux-là. Ce qui fait que ça s'adapte à la population. De la même manière que ça peut être fait là où il n'y a pas encore cette connectivité-là, le numérique peut suivre. Le numérique peut suivre. L'apprentissage, ce qu'on appelle l'alphabétisation numérique, peut suivre naturellement. Ce n'est pas forcément cette barrière-là. Alors, comment voyez-vous le numérique dans 5 ans,
dans ce secteur entrepreneurial et s'il y a des défis qu'il faudrait relever, particulièrement pour nous ici en République démocratique du Congo en termes de priorité, où toucher, par où commencer et qu'y faire concrètement. Voilà, je pense que je veux vraiment me marteler sur tout ce qui est ministère de l'enseignement, tout ce qui touche, c'est-à-dire qu'au primaire, secondaire et universitaire, c'est premièrement là la base, vous voyez. Pourquoi? Parce que j'ai dit tantôt dans certains pays, il y a comment je dirais, des reportages de ce sens-là qui vraiment à 7-8 ans, vous voyez qu'il y en a qui programment déjà des applications. Je ne vais pas citer le nom du pays. Ça, il y en a déjà. Pourquoi? Parce qu'ils emmènent cette culture-là depuis vraiment le bas âge. Et pour ceux qui sont un peu plus aînés, c'est vraiment commencer par cette alphabétisation-là. Donc, qu'il y ait des programmes, des formations pour toutes ces personnes-là, apprendre déjà à utiliser les machines. Ça, c'est vraiment la base. Il y a ces choses qu'une fois que vous apprenez à utiliser des machines, il y a beaucoup de choses, hein, de saisir et tous ces détails-là. Vous allez voir que au fur et à mesure que vous vous connectez à toutes ces machines-là, il y a des idées, ou soit le goût de l'apprentissage va venir. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez pas, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez pas faire sans utiliser toutes ces machines-là. Ça commence vraiment de là. Intégrer ça au maximum, vraiment au sein de nos établissements, en partant même du primaire jusqu'au niveau universitaire, parce qu'il y en a qui sont au niveau universitaire qui ont raté naturellement cette alphabétisation-là. Exactement. Et ceux qui ont raté ça, commencer avec des programmes de formation, on en a vraiment beaucoup, et ça, c'est déjà à moindre coût. On néglige l'importance de ça, mais c'est très bientôt là, c'est dans 5 ans. Aujourd'hui, par exemple, il y a ce qu'on appelle des signatures numériques, ce qui fait que on est peut-être dans 4 à 5 pays différents, mais on signe un contrat. Comment est-ce que ça s'est passé? Avec un très bon document. Si on va sur du scanner, ça ne sera pas un document propre. Il y a aujourd'hui la signature numérique, ce qui fait que dans un moment donné, même les feuilles vont disparaître. On n'aura plus besoin vraiment des formats A4 et tout ça. Déjà, ça va faciliter les choses parce qu'avec la déforestation, les arbres et tout, donc c'est un côté positif, on va dire. Absolument. C'est un côté positif, on va dire. Alors, l'émission touche à sa fin. La télévision, c'est les temps, mais aussi question de laisser un côté suspense aux téléspectateurs afin de revenir encore. En termes de contraintes, vous avez plus évoqué les côtés pédagogiques. Oui. Donc, les systèmes éducatifs ou même le niveau de l'enseignement qui est dispensé. Oui. Alors, puisque vous aviez parlé tantôt de machines et tout, oui, avoir une machine, l'utiliser, c'est bien. Mais l'avoir déjà, nous savons que c'est un outil, on va dire, luxueux, ici dans notre pays. Okay. Comment voyez-vous cette expansion-là à moindre coût pour tout le monde? Bon, je pense que certains pays accompagnent un peu la politique. Il y a par exemple, je donne un exemple qui peut être fait, l'exonération par exemple des taxes sur les entrées de tous ces équipements-là peut relativement permettre à ce qu'il y ait une baisse de prix. Vous voyez que d'une part, là je veux vraiment m'adresser au gouvernement, il y a une politique qu'ils peuvent mettre en place pour que ces outils, tous ces équipements-là numériques puissent être reçus à moindre coût naturellement. Pourquoi? Parce qu'il y a l'aspect de la taxe, ce qui fait que c'est soit cher. Donc pour certains, je pense que même qu'ils commandent des équipements venant d'ailleurs et le reçoivent par d'autres moyens. Et pour certains, c'est cher. Pourquoi? Parce que non seulement il y a l'aspect de la taxe, ça c'est d'un côté, il y a également d'autres aspects là où il y a la production. Aujourd'hui, il y a peut-être, je parle du cas des bus qui s'assemblent déjà ici. On a tout simplement fait ça pour qu'il y ait une politique qui va permettre à ce que les bus ici soient de moindre coût. Okay. On peut le faire également pour des équipements. Il y a pas mal de projets comme ça. J'ai circulé dans certaines organisations où il y a de plus en plus cette volonté-là d'apporter tout ce qui est plateforme technique par rapport à un certain nombre de produits ici sur place. Ça peut permettre. Donc, je disais l'exonération des taxes par rapport aux entrées et faciliter aussi qu'il y ait l'assemblage ici. S'il n'y a peut-être pas la fabrication ici, ça également, ça peut permettre à ce que tous ces équipements-là soient vraiment à moindre coût. Revu à la baisse, si on peut les dire ainsi. Revu à la baisse, exactement. Alors, ce matin, j'aimerais que vous puissiez parler à un entrepreneur, un jeune entrepreneur ou même ceux-là qui ont déjà adhéré les secteurs, mais qui ont quand même de lacunes en ce qui concerne les outils du numérique. Si vous devriez dire un mot par rapport à l'utilisation, à l'adaptation, ou même si, pourquoi pas conseiller des outils où il faudrait commencer des outils de base et comment s'y prendre de manière simple et évoluer petit à petit afin de vraiment maîtriser, qu'est-ce que vous pourriez dire? Voilà.
Je pense que tout entrepreneur, tout jeune entrepreneur est généralement voué à des défis de production de ses idées qui doivent être très généralement sur écrit, peu importe les secteurs. Et je pense que dans le développement de ce que fait chaque entrepreneur, il a besoin d'écrire, il a besoin de faire un certain nombre de travail. Et ça peut être un apprentissage qui sera beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que si vous venez de votre propre gré, apprendre quelque chose à un moment donné, vous n'aurez pas peut-être cette motivation-là. Mais si vous êtes sur un projet, ou soit il y a quelque chose que vous voulez adapter au sein de votre entreprise, je sais pas moi, un plan comptable, quelque chose de ce genre-là, écrire votre projet, vous savez que voilà, ici j'ai besoin de saisir. Je vais sur le Microsoft Word. Un plan comptable, par exemple, et toutes ces choses-là, je vais sur Excel, je vais faire un travail. Ce qui fait que par rapport à ce que vous voulez faire, non, je vais calculer des sommes et tout ça, je vais prendre un cours sur YouTube. Et vous allez vous rendre compte que ce que vous allez apprendre là, ça vous permet de compléter quelque chose par rapport à ce que vous étiez en train de faire dans votre projet. Ce qui fait que c'est un apprentissage qui est beaucoup plus actif. C'est pas tout simplement pour avoir de la connaissance, c'est actif parce que ça cadre dans votre projet. Donc c'est vraiment le paquet Word là, Excel, Publisher, PowerPoint, ces petites choses là qui sont vraiment de base pour un entrepreneur, parce que vous serez aussi appelé naturellement à présenter votre projet. Donc là, vous aurez besoin d'un PowerPoint. Vous aurez besoin de, comment on appelle ça, faire, je sais pas moi, une affiche ou quoi que ce soit. Il y a aujourd'hui Canva. Oui, il y a Canva. Même si vous n'avez pas la connexion, vous avez Publisher, par exemple, vous pouvez faire vos petites cartes. Ouais. Donc ça, forcément, vous voyez que dans les outils Microsoft, il y a des petits produits comme ça, là, de base, que vous pouvez apprendre. Excel, votre plan comptable, vous pouvez travailler là-dessus. Et vous apprenez un certain nombre de choses, voire même sur YouTube, il y a des PDF sur Google, vous tapez votre besoin. Il y a beaucoup de documents pour lesquels vous voulez lire. Naturellement, l'entrepreneur qui veut voler, il ne peut que lire. Donc il faut lire, il faut apprendre, sinon vous stagnez complètement dans votre croissance. Déjà que l'apprentissage ne s'arrête qu'à la mort. Oui, ça c'est inévitable. Alors, merci beaucoup, Monsieur Laurent, d'avoir répondu madame. présent à notre invitation. Je pense que ce ne sera pas la dernière. Avec plaisir, très content. Merci également pour votre invitation et je vous encourage pour la suite. Merci. Un dernier mot encore? Vous avez encore à dire? Il y a toujours à dire, mais on garde ça pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Alors, madame, messieurs, c'en est fini pour ces numéros de votre magazine Actu Business. Vous étiez nombreux à nous suivre. Je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. Mais s'il faudrait retenir quelque chose quant à ces numéros, moi, je dirais que pour tous ces jeunes, pour cet entrepreneur, en tout cas, qui voudrait s'adapter au numérique, essayez d'apprendre en fonction de votre besoin. Ça sera plus rapide. Apprenez en fonction de votre besoin. Vous avez besoin de faire une présentation, il y a PowerPoint. Vous avez besoin de faire de calculs, il y a Excel. Vous avez besoin de faire de saisie et autres, il y a le Microsoft Word. Donc, il y a tellement d'outils que vous pourriez apprendre selon vos besoins. Alors, si l'émission d'aujourd'hui vous a fait plaisir, disons tous merci à la grande équipe technique de Fast Télévision. Je vois là Jean Konde Mbadou, je vois Pepito Matondo. Merci à vous pour ces belles images, mais aussi merci à la hiérarchie de Fast Télévision qui nous permet en tout cas d'être là devant vous. Quant à moi, je vous dis au revoir. Merci également à Viviane Molia Makeup, celle qui ne cesse de me faire shiner. Retrouvons-nous donc prochainement avec le même plaisir. Bye bye.